Bonjour et bienvenue sur Galaxy IA. Aujourd'hui au programme, on va parler de créativité et d'innovation avec Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Bon, alors honnêtement un immense plaisir, bonheur, honneur de t'interviewer aujourd'hui. Tu es pour moi l'une de ces personnes, donc j'ai eu la chance de te voir en conférence, et tu es une de ces personnes inspirantes, passionnantes, le prof qui te fait aimer une matière indépendamment de la matière. Donc déjà, franchement, merci beaucoup pour ça et d'être là. Avec plaisir. Tu es mathématicien, philosophe d'entreprise et écrivain avec grosso modo 25 livres à ton compteur. Étudié beaucoup donc tout ce qui est maths, tout ce qui est philo, maintenant tout ce qui est pensée critique, tout ça à 25 ans, c'est totalement extraordinaire comme carrière. Première question pour toi, qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que l'innovation et finalement en quoi est-ce que c'est utile? Alors, c'est intéressant, cette question, tu aurais pu me la poser il y a 50 ans. Et directement, alors que tu introduis le sujet de l'actualité, la première question est totalement intemporelle. Et la chance d'être philosophe, c'est, en gros, dans sa boîte à outils, il peut facilement voir en quoi c'est plus comme avant, mais en quoi c'est comme avant. Et merci pour la première question. C'est la première question, je crois, qui est la plus utile. Alors, bien sûr, le philosophe veut des définitions. Et ces mots créativité et innovation sont souvent pris comme des synonymes, alors qu'ils n'ont rien à voir. On dit créativité et innovation comme on dit Meurthe et Moselle ou Procter et Gamble. Bon, ça n'a rien à voir. Et le philosophe se bat pour les définitions, les idées claires et distinctes de Descartes. Une définition n'est jamais vraie. Nous cherchons des définitions utiles. Alors, celles que j'ai, les miennes, sont les suivantes. Je pars de l'idée de changement en disant le changement, on peut parler de deux types de changements. Par la fenêtre, je vois Bruxelles. Eh bien, Bruxelles change. Mais dans ma tête, il y a des idées à propos de Bruxelles. Elles peuvent aussi changer, mais c'est totalement différent. Il y a la réalité de Bruxelles en face de moi, les idées que moi j'ai à propos de Bruxelles, dont la perception que moi j'ai de Bruxelles, ça c'est en moi. Ce sont deux changements complètement différents. Bruxelles peut changer et moi, je ne change pas d'avis. Je peux, moi, très bien rêver d'un Bruxelles alors qu'en face de moi, rien ne change. Eh bien, je définis l'innovation comme la capacité de changer les choses et la créativité comme la capacité de changer la perception des choses. Totalement différent, totalement distinct. Si je prends par exemple Copernic, considéré comme un des grands créatifs de l'histoire, on peut remarquer qu'aujourd'hui, le système solaire est exactement comme avant lui. En rien, il n'a changé le système solaire. En rien, rien, rien. Par contre, il a changé notre manière de le regarder. Ça, c'est la créativité. A contrario, on peut avoir l'innovation. Si vous, je sais pas, si tu as un restaurant et que tous les jours, tu copies la carte de ton voisin, bon, ben tu innoves, mais par contre, la créativité, c'est pas toi, c'est ton voisin. Et donc, ce sont deux concepts à bien distinguer, mais qui participent tous deux du changement. C'est une excellente définition pour démarrer et qui permet effectivement, souvent on fait l'amalgame, ils vont ensemble, etc. Alors qu'il y en a une qui part vraiment sur qu'est-ce que je pense, mon regard que je pose sur les choses et qu'est-ce qui peut bouger à l'intérieur de moi, Voilà. de mon petit cerveau, de mes croyances, de ce que je vois, de ce que je vis, etc. Mais ce n'est pas pour autant que ça se passe dans la matière. Ah Donc, non, c'est totalement déconnecté. On peut très bien voir là, la science entière ne s'occupe que des perceptions. Einstein n'a pas changé le monde, il a changé notre manière de le regarder. Mais certaines personnes ont pris les idées d'Einstein pour changer le monde. Par exemple, la voiture, le GPS ne peut pas fonctionner sans la relativité d'Einstein. Ce n'est pas assez précis. Et donc, on voit bien le lien. Par contre, le gars qui a fait le GPS, c'est pas lui qui a pensé et inventé, trouvé la relativité. Donc, c'est complémentaire. et si maintenant on fait le parallélisme avec l'intelligence artificielle, est-ce que selon toi, l'intelligence artificielle, selon sa définition, alors je suis très frustrée parce que dans les questions que je t'ai envoyées, et Luc le sait, j'ai tardé à lui envoyer des questions parce que j'étais prise entre, est-ce que je vais parler, qu'est-ce que c'est une idée, qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est l'esprit critique, enfin il aborde tellement de choses. D'ailleurs, j'ai un livre ici à vous conseiller qui est un des 25 qu'il a écrit, voilà, qui aborde voilà, et avec plein d'exemples, c'est un régal, c'est un bonbon, d'ailleurs il a la couleur d'un bonbon.
Et donc, pour faire le parallélisme avec l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle est capable, selon tes définitions, de créativité et d'innovation? On se doute bien de la réponse, mais j'aimerais bien t'entendre. Voilà. Mais je crois que la première chose à faire, avant de répondre, c'est de mettre intelligence au pluriel. Je crois qu'on peut parler d'une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles, mais arrêtons de mettre intelligence artificielle au singulier. Le mot était au singulier il y a 200 ans, quand on a inventé ce sinistre quotient intellectuel. Et à l'époque, on estimait que voilà, on était bon en maths ou on était bête. C'était pratiquement ça. Et le quotient intellectuel qu'on continue à utiliser. Il y a 15 jours, dans la presse, il y avait un débat à propos des subsides pour les enfants handicapés. On utilisait le quotient intellectuel comme outil. Mais comment est-ce possible? Je n'en reviens pas. Je ferme la parenthèse. Après la guerre, il y a 60, 70 ans, on a commencé à mettre intelligence au pluriel, parler d'intelligence relationnelle, spatiale, enfin bon, toutes sortes d'intelligence et même beaucoup de multiples théories des intelligences multiples. Et que voit-on aujourd'hui? À cause des algorithmes, patatras, on remet intelligence au singulier. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Le paradoxe, c'est que de toutes les intelligences, celle qu'on va mettre sur les machines, eh bien, c'est celle qui avait le monopole il y a 200 ans. Mais l'intelligence relationnelle échappe complètement aux machines. Et donc, maintenant, je réponds à ta question. En fait, c'est clair que ces outils sont extraordinaires. Mais la raison d'un outil, c'est d'être plus fort que l'être humain. Personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Donc, si on fait des machines, c'est pour être plus puissant. Mais il faut bien les utiliser. Parce que la vraie question, c'est qui programme qui? Est-ce que c'est nous qui programmons la machine qui nous programme? Alors, séparons innovation et créativité, on l'a fait depuis le début. Oui, l'intelligence artificielle, maintenant après ces précisions, est capable d'innover. On n'a pas besoin, on peut très bien avoir des algorithmes, on part d'une idée précise, je ne sais pas moi, par exemple un BIC, et on dit, tiens, voilà, donne-moi un petit peu des idées d'innovation, on va le faire plus gros, plus petit, on étudie le marché, etc. Mais l'intelligence artificielle n'est pas capable de créativité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de perception. L'intelligence nécessite une distance aux choses que la machine n'a pas. Et donc, l'innovation peut être fortement utilisée. L'intelligence artificielle peut être extrêmement utile. La créativité en partie. Donc, c'est deux réponses différentes à la même question. Je dirais, imagine que tu écris un roman, euh, 250 pages, passionnant, l'intrigue, tout est bien fait, et tu as envie d'un bon titre. Si tu mets le roman dans la machine et tu dis quel est le bon titre, elle ne pourra pas répondre parce que cette question n'existe pas. Il n'y a pas le bon titre. Par contre, la machine va, en repérant des schémas, des analogies inattendues, te proposer 350 titres. Et tu vas te dire, tiens, ça, j'avais pas pensé. Et donc, in fine, ton titre sera meilleur grâce à l'intelligence artificielle. Mais qui prend la décision? Ben, c'est toi finalement. Il faut bien qu'on se rappelle qu'il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel. Pour n'importe quelle décision, que ce soit aussi futile que le choix d'une destination de vacances ou des choses plus importantes comme des grandes souffrances du monde, la rationalité ne suffit pas. À un moment, il faut lâcher prise. Et une machine ne peut pas lâcher prise. Une machine, par définition, elle est zélée à l'infini. Et c'est justement, la machine fait la grève du zèle en permanence. Elle est programmée pour être zélée. Eh bien, la créativité, c'est justement échapper, c'est la distance, c'est le lâcher prise. Par définition, c'est pas possible. Enfin, toujours est-il que la grande règle de la créativité qui dit la meilleure manière d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup, bien sûr, elle reste valable et elle est renforcée par les machines. Parce que dans le genre, avoir beaucoup d'idées, là, c'est extrêmement utile. Mais il n'y a pas un algorithme qui va dire, bon, il y a même des cas simples, tu es libraire. Si tu demandes à la machine, quels sont les 10 livres que je dois mettre en vitrine? C'est aussi simple que ça. C'est le lâcher-prise, le libraire dit, je le sens. Je le sens, je connais, ça fait 30 ans que je suis ici, je vais mettre un guide de voyage, je vais mettre, etc. Il le sent. Il n'y a pas un algorithme qui peut dire ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là. Il y a toujours ce petit lâcher-prise qui est là, qui fera toujours la partie humaine essentielle de la relation et d'un monde même bourré de machines. Où l'algorithme pourra te dire, oui, c'est ceux-là à mettre en avant parce que c'est probablement les plus vendus. Donc, ça, il y aurait une logique, mais pas d'intuition, pas Ouais. de, pas Et de, voilà. pas d'aspect.
Mais je dirais, un libraire dépend en partie des livres, mais aussi de où il est. Hein, s'il est une ville plutôt avec des jeunes, des vieux, où il pleut beaucoup, il pleut pas. Enfin, il y a toute une série de choses. N'importe quel magasin, tu vas dans une pharmacie, eh bien, il y a une partie de l'organisation du magasin qui dépend de paramètres intangibles, qui est, qui est ce côté, le discernement du pharmacien qui dit, bon, en gros, les personnes seules viennent plutôt le matin, elles ont plutôt du mal à marcher. Donc, et enfin, voilà, et c'est ça la vie, c'est ça la vie. La vie peut se faire utiliser, je dirais, utiliser des machines. Moi, j'ai aucun problème, mais pas à la même hauteur. Il y a toujours un homme ou une femme qui utilise une machine. Que la machine soit puissante ou non, ça ne change rien. Comme quand tu vas dans un magasin où finalement tu mets les achats pour les chewing-gums, les enfants, etc. Voilà, il faut savoir que les gens, voilà, c'est le merchandising, quoi. C'est quand même C'est exactement. Disons, à Bernissard, j'ai été voir le dinosaure là, avec mes petites filles. Eh bien, le Proxy de lait en face, il a une boîte de biscuits dinosaures. Ben voilà. Et ça paraît même un truc aussi idiot, une machine ne peut pas l'avoir. Bon, je reprends une partie enfin, des petits paragraphes de ton livre qui illustrent en fait ce qu'on est en train de dire. C'est oui. un ordinateur qui joue aux échecs ne sait pas ce que veut dire jouer ni ce que veut dire échec. Il ne sait pas ce que c'est un échiquier ni pourquoi il joue. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il apprend. Il n'a d'ailleurs pas d'idée du tout. Il n'a pas plus envie de jouer que de gagner et ne peut pas être déçu de perdre. Et tu dis aussi, la démarche reste celle, donc l'idée justement dans ce dont on vient de parler, dans tout ce qui est innovation, créativité, réflexion. Donc tu places bien l'intelligence finalement, ou les intelligences artificielles comme outil, comme on l'utilise au quotidien pour nous aider à décupler nos forces ou nos capacités, mais toujours en termes d'outils. Et tu dis, la démarche reste celle d'une personne qui a une idée, un besoin, un projet, un plaisir, une raison, une obligation ou une envie de faire ce qu'elle fait, autant de choses qu'une machine ne peut avoir. Voilà. Mais en disant ça, on dit beaucoup de choses. Hein. On montre bien que ce n'est pas la même catégorie, que ce n'est pas le même niveau, que c'est tout discours qui met en opposition l'homme et la machine est un discours fallacieux. Quand il y a un livre que je déteste, qui s'appelle La guerre des intelligences. Bon, bien sûr, il en vend beaucoup parce qu'on adore les combats et avec des gens qui gagnent, etc. Mais c'est fallacieux parce que c'est comme si on met quelqu'un qui court à pied et l'autre, il a une moto. Bon, mais qui va gagner? Ben, celui avec la moto. Enfin, la guerre des intelligences n'a aucun sens parce que si elle avait lieu, on la perdrait tout de suite, par définition, puisqu'on a construit. Mais elle n'a pas lieu, tout simplement. C'est fallacieux. C'est vrai, c'est laisser l'outil au cœur de l'outil. Et c'est vrai que j'avais la discussion avec Louis de ce côté, et d'ailleurs dont tu as fait la préface du livre, Oui, hein, sur oui. le côté vraiment de confondre finalement la machine et la personne sous prétexte que comme conversation il y a, on en oublie potentiellement que c'est un outil au service d'eux. Oui, et le livre de Louis met l'accent sur ce qu'on appelle l'anthropomorphisation, qui est un espèce de danger où on commence à donner une personnalité, à des sentiments, à un objet, quoi, un tas de plaques et de fer. Et on le voit bien dans le langage. Hein. Moi, j'entends parfois des gens qui disent, mais au fond, le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. C'est complètement dingue, c'est le monde à l'envers. Quoi. C'est de dire, en fond, un plombier, c'est un peu comme un fer à souder. C'est à l'envers, c'est l'ordinateur qui est éventuellement un tout petit peu, si on veut, comme un cerveau. Et donc, il y a une espèce de laisser-aller, et ça, c'est contre cela que je me bats, et c'est ce qui s'appelle la pensée critique. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu donnes, enfin, dans ton livre, tu as plein d'exemples justement comme ça, de dire que c'est vraiment le monde à l'envers. C'est comme tu prenais l'exemple de site internet où on doit indiquer à un robot qu'on n'est pas un robot. Tu vois, donc Oui. sélectionner les images où il y a, où il y a un bus. Mais ça me fait plaisir de te voir rire, parce que moi, je croirais à l'intelligence artificielle le jour où une machine rira d'une blague qu'elle ne connaît pas. Ouais, Parce que finalement, d'où vient le problème sémantique? C'est du test de Turing. Turing est un mathématicien considéré comme un des fondateurs de la théorie artificielle. Et il a un jour dit, eh bien voilà, on peut dire d'une machine qu'elle est intelligente si, lorsqu'on met un rideau et qu'un ordinateur, pardon, un être humain interagit avec elle, il ne sait plus à qui il a affaire. Est-ce que c'est un homme ou une machine? Et donc,
D'ailleurs, le film à propos de Turing s'appelle The Imitation Game, le jeu de l'imitation. Et quel est le problème de Turing? C'est confondre être intelligent et paraître intelligent. Eh bien, aujourd'hui, les machines paraissent intelligentes. Le test de Turing est réussi, mais on n'est nulle part. Moi, je crois qu'il faut le nouveau test. Et le test, la machine sera intelligente quand elle rira d'une blague qu'elle ne connaît pas. Et là, on a du temps devant nous. Ça, j'aime autant te dire que l'humour, moi j'ai fait un livre sur l'humour, c'est tellement important, c'est improgrammable, c'est tout ce qu'on est, c'est le propre de l'homme, voilà, une machine ne rit pas, ne sait pas ce que c'est rire, ne connaît pas tout ce plaisir et tout. Arrêtons de dire des bêtises et rions de tout cœur. Écoute, on est en plein dedans, donc je voulais finalement lire ce texte, tu le sais, comme conclusion, mais je vais le mettre comment, je vais le dire maintenant avant de poser la prochaine question, parce que c'est vraiment voilà, ce dont on parle ici. Et je trouve, voilà, je l'ai lu, j'ai gribouillé partout, enfin, il y a des gribouillages partout sur ton livre, tu aurais mal au ventre à le voir, mais voilà, tu dis, prenez l'intelligence humaine et enlevez-lui la capacité de discerner le bien du mal, le sens de l'humour, le doute, l'intuition. La conscience de ce qu'elle fait, l'intention, les oublis, les états d'âme, le souci esthétique, la volonté, la joie de trouver et la tristesse d'échouer, la capacité à écouter l'autre, à lâcher prise, à surmonter les paradoxes ou à trouver des analogies inédites. Si vous retirez tout cela à l'intelligence humaine, il ne restera pas grand-chose. C'est pour ce pas grand-chose qu'une intelligence artificielle est utile. Voilà, J'ai le partage, je dis, ah ben voilà, tout est je dit. persiste et je signe. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. oui, je trouve que c'est divinement bien écrit. Donc, si on en revient à comment l'IA peut être utile, donc entre autres pour les entrepreneurs, hein, c'est un public spécifique auquel je m'adresse. Voilà, c'est en termes, si on prend de la créativité, si on prend l'innovation, bon, on se dit bien que pour la créativité, clairement, ça peut être un outil qui te permet effectivement d'avoir des idées. Tu l'as montré l'exemple de livres, par exemple. Tiens, c'est quoi? C'est pas le titre, mais c'est l'un des titres. Ça peut t'aider à réfléchir, poser des questions, brainstormer. Oui. Donc ça, c'est vraiment le rôle que pourrait avoir l'intelligence artificielle indépendamment de l'outil parce qu'il change rapidement. Est-ce qu'en termes C'est d'innovation, une- pardon, Oui, c'est d'une puissance redoutable. Et l'innovation, si tu veux, l'innovation, c'est déductible. Donc, moi, je crois qu'on peut imaginer une innovation artificielle jusqu'à un certain point. Imaginer des variables qu'on combine dans tous les sens, un peu plus comme ça, un peu moins quand. Mais finalement, innover, c'est faire plus, plus vite, moins cher, plus joli, plus à la mode, la même chose. Si je reprends l'exemple du BIC, bon, le BIC est né de quoi? D'un ennui, d'un problème. Moi, quand j'étais en première primaire, j'ai appris à écrire avec une plume. Il y avait un encrier au collège Saint-Pierre, un encrier on trempait sa plume, on faisait une tache sur la chemise du voisin et des taches sur son papier, etc. On est en 1953. Et donc, 1 ou 2 ans plus tard, Monsieur Bic dit c'est quand même trop idiot. Tous ces enfants qui se disputent, etc. Donc, moi, je vais inventer un système pour plus faire de tâches. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, il a fait la société BIC. Et pendant 35 ans, il a produit surtout et vendu toutes sortes de BIC, des petits, des gros, des 3 couleurs. Puis, il s'est adapté au monde, il a fait des marqueurs, etc. Mais il y a un moment donné, on constate que pendant 35 ans, il a fait la même chose, l'écriture sans tâche. Bon, mais ça, dans un monde à ce point différent, un jour, il faut trouver autre chose. Et comment est-ce qu'il a trouvé? En prenant un bic en main, il s'est dit, mais au fond, je peux le voir comme un objet d'écriture, mais aussi comme un objet jetable. Et ce jour-là, il s'est dit, mais au fond, mon métier n'est pas l'écriture, c'est le jetable. Et dès le moment où je vois mon métier comme ça, je peux me lancer dans les briquets, dans les rasoirs et dans tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Eh bien, l'innovation, c'est passer du bic une couleur au bic 4 couleurs, et puis du 4 couleurs au marqueur, etc. Ça, c'est de l'innovation. Mais on sent bien que l'innovation, à un moment, sature. On ne sait pas faire un bic à 17 couleurs. Il y a un moment donné où on sature. Et quand saturé, pour sortir de la saturation, ce n'est pas l'innovation qu'il faut, c'est de la créativité. Et ce qu'a fait Bic en disant, mais au fond, mon métier n'est pas l'écriture, c'est le jetable. Et ça, c'est un choc, comme Copernic, qui dit, mais au fond, c'est pas la Terre, c'est le Soleil ou c'est l'inverse, etc. Et donc, c'est des Copernic. Copernic ne change pas le monde. Et ce jour-là, M. Bic n'a pas changé sa société, il a changé sa manière de le regarder, ce qui lui a permis de repartir dans l'innovation. Et pour revenir à ta première question, on peut donc définir la créativité
comme la condition indispensable pour relancer l'innovation. Toute forme d'innovation n'est jamais que des variations sur un thème connu. Et un jour, c'est le thème lui-même qui devient un petit peu fatigué. Et donc, on doit partir dans autre chose. C'est dans ce que tu dis, on revient vraiment aussi à ce côté, enfin, dans les exemples que tu donnes, c'est à un moment donné, c'est pas aller plus loin dans quelque chose, c'est à un moment donné s'asseoir, regarder, se Et questionner, et là, penser à autre chose. oui, c'est C'est ça. toute la C'est voir, différence. c'est changer de point de vue en fait, complètement. Oui, qui te permet de penser à autre chose. Si tu veux, imagine Bic dans les premières années. Imagine on fait un brainstorming, tout le monde cherche des idées. Et quelqu'un dit, moi je trouve qu'il faut faire des rasoirs. Il n'a aucune chance de passer. Celui qui dit il faut faire des bics avec des diamants pour les gens très riches, il peut passer. Parce que c'est des variations sur un thème connu. Ça reste compatible à l'idée de départ. Le rasoir est incompatible, parce que le rasoir n'a rien à voir avec l'écriture. Par contre, si tu changes ton regard, tu peux arriver à l'idée du rasoir. Et la logique qui mène au rasoir est une logique en trois temps. Donc, tu déduis des produits, tu le regardes autrement et tu redéduis. Bon. Et tu relances la machine à innover. Et tu peux regarder n'importe quelle entreprise, puisque c'est le monde dont on parle. Toute entreprise passe par des étapes de ce style-là. Google, prenons un peu, bon, Google, quelle était l'idée de départ? C'était de faire le meilleur moteur de recherche du monde. Et pendant 4 ans, personne n'avait le droit de toucher à ça. Et pendant 4 ans, ils l'ont construit. Construit et amélioré. Des petites fonctions, des petits trucs, vous avez de la chance, images, tous ces trucs. Mais pendant 4 ans, ils ont fait la même chose, un moteur de recherche. Si tu es dans ce stade-là, tu ne peux pas faire Google Maps. Ça n'a rien à voir, Google Maps. Par contre, si, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben voilà, notre métier n'est pas le moteur de recherche, notre métier, c'est de rendre l'information du monde accessible à tout le monde, ou un truc du genre. Alors, tu peux faire Google Maps. Ce qui ne veut pas dire que le moteur de recherche disparaît, il est là plus que jamais. Et c'est comme Copernic. Pendant 4 ans, il était au milieu de la slide. Après le changement, boum, il est là dans le coin, plus personne n'en parle et on voit l'entreprise Google autrement. On n'a pas changé dans la réalité. Il y a toujours le moteur de recherche. Et est-ce que tu crois que, au niveau de, justement, que l'IA peut avoir un rôle au niveau de la créativité, donc d'avoir ce moment de switch de compréhension, cette prise de recul et dire, et donc, enfin, comment? Mais simplement par le volume. Bon, moi, j'ai mis dans ChatGPT toutes mes questions d'examen que j'ai posées moi. Euh, Et donc, alors au début, c'est des questions un peu classiques du genre trois différences importantes entre Platon et Aristote et tout ça. La machine répond de manière parfaite. Simplement, elle vole tout. ChatGPT, c'est le plus grand hold-up de l'histoire. On ne peut pas avoir un hold-up plus grand que ça. Ils ont tout volé. Bon. Mais c'est comme ils ont tout, ben forcément. Et alors, j'ai commencé à corser la difficulté. Je dis, par exemple, comment serait le monde aujourd'hui si Platon avait été une femme? Eh bien, la réponse tient bien la route. Tient bien la route, parce que bon, la machine répond, à l'époque de Platon, la femme n'avait rien à dire. Platon et Aristote étaient bien d'accord que les femmes, c'était à la maison, pas le droit de vote, rien à dire. Si d'aventure une femme extraordinaire du genre de Platon avait vécu à cette époque-là, peut-être aurait-elle changé le statut de la femme dans l'Antiquité. Et alors, j'étais quand même impressionné, hein. J'étais quand même impressionné. Parce que des questions de maths ou de physique, ou bon, mais par contre, des questions de philo, c'est là que tu vois vraiment Et comment est-ce qu'elle aide? C'est parce qu'il y a un tel volume. C'est des centaines de milliards de parts. En fait, c'est tellement immense. Donc, forcément, ça me fait penser à des trucs à laquelle la machine n'a pas pensé. Mais tout ce que tu disais il y a 5 minutes en lisant mon paragraphe, la machine ne l'a pas. Donc, in fine, c'est toi qui décides, qui décide. Et il y a une relation, je crois, très créative dans l'utilisation de la machine qui est possible, que j'essaye de faire. La provoquer, trouver des... Et je reconnais que l'une ou l'autre fois, j'ai été bien bluffé, simplement parce qu'elle a un accès à un volume tellement gigantesque que, bon, que moi, j'ai pas, tout simplement. Mais il faut quand même bien comprendre que la nécessité première pour pouvoir penser, c'est oublier. Donc, si une mémoire infinie nous empêcherait de penser, donc, par exemple, imagine, on va dire n'importe quoi, le patron de Colruyt qui connaît tous ses clients, il les connaît tous, eh bien, il ne pourrait pas penser à ses clients. C'est pas possible.
il ne pourrait pas avoir d'idée, pas de créativité, rien du tout. Il serait paralysé, hein, ce qu'on appelle le nez sur le guidon. S'il veut avoir des idées, et pourquoi peut-il avoir ou elle avoir des idées? C'est précisément parce qu'il ne connaît pas tous ses clients. Et donc, il est obligé de créer des archétypes du genre la jeune maman, l'étudiant, le retraité, tout ce que tu veux, et qui sont bien sûr des objets abstraits qui sont flous, imprécis, caricaturés, mais c'est ce côté totalement caricatural qui permet d'avoir des idées. Et une machine ne peut pas caricaturer parce qu'une machine a une mémoire infinie. Et donc, on peut argumenter comme ça, Et en plus. si je dois faire, enfin, si je dois donner une image et l'utilité, un peu, c'est vraiment, c'est comme s'il y avait, voilà, une bibliothèque. Et il y a un film comme ça où je me demande si c'est pas dans Transcendance où elle a accès, enfin, t'as Johnny Depp, mais en même temps, enfin, ça devient une personne. Bref, je ne sais pas. Je crois que c'est Scarlett Johansson qui est une Mhm. IA toute puissante. Et en fait, tu vois vraiment à son regard, non, c'est avec de la drogue, bref, enfin, elle a une conscience absolue. Et tu vois au fur et à mesure que la drogue fait effet, qu'elle a accès à l'entièreté des informations, etc. Et tu vois vraiment à son regard, à son non-verbal, euh, qu'elle se rend compte, enfin, c'est trop. Tu vois, tu as tellement accès à tout, à trop, que tu ne sais plus traiter l'information. Et dans le passage que je lisais justement, juste avant le passage où tu disais, il faut toujours avoir un projet, une question, etc. En fait, tout est là. Et ça, c'est le propre de l'homme dans la matière et dans l'innovation. Donc, c'est qu'est-ce que je cherche, en fait. C'est le questionnement. Et on en revient à ton dada, la pensée critique, quoi. C'est comment je me pose les bonnes questions et je vais chercher moi-même les informations avec l'IA enrichie par des outils, etc., pour finalement amener quelque chose, mais que je cherche à la base et que j'ai questionné, quoi. Exactement. Mon prochain livre, mon 26e, c'est apprendre aux enfants à penser. Je pense plus qu'aux enfants, moi. Je suis grand-père, j'ai 7 petits-enfants, et puis je vois les enfants des autres. Voilà, tout est là. Ces machines, c'est très, très bien. Mais même le téléphone, mes 2 petites filles aînées vont avoir un téléphone l'année prochaine. Eh bien, moi, je ne suis pas contre. Mais il faut les équiper je dirais, un cadre conceptuel, cognitif. Dire, voilà, regarde, mais comment ça? Comment sais-tu que c'est vrai? Et ça ne t'étonne pas. Et puis, que que 2 amis qui demandent la même chose n'ont pas la même réponse. Tu trouves ça normal? Alors que vous demandez la même chose, eh bien, c'est parce que la machine sait des choses de toi. Elle sait que tu aimes mieux le rouge et elle mieux le bleu, donc elle va te montrer, etc. etc. Et c'est vraiment que tout va se jouer. La pensée, je reviens, je dirais, nécessairement basé sur l'oubli. Si les gens qui nous écoutent, quand on aura terminé, peuvent juger avoir pensé à ce qu'on a dit, c'est parce qu'ils auront oublié quasi tout ce qu'on raconte. Donc, c'est c'est la règle du jeu. Donc, imagine quelqu'un qui mémorise tout ce qu'on vient de dire. Il n'a pas d'avis. Il ne sait pas dire c'est intéressant, pas intéressant. Pour dire non, il faut lâcher prise. C'est toujours la même. C'est comme la traduction. La traduction, c'est Umberto Eco qui dit Mhm. traduire, c'est dire presque la même chose dans une autre langue. C'est magnifique. C'est évidemment que c'est presque la même chose. Eh bien, une machine ne peut pas faire presque. Donc, c'est dans le presque que nous sommes les humains. Nous sommes presque. C'est un passage que j'ai aussi adoré dans ton livre, parce que c'est en fait les traducteurs sont ceux qui ont, je pense, l'un des premiers postes vraiment à avoir souffert justement de l'intelligence Ah, artificielle. On a dit, on n'a plus besoin de traducteurs, c'est fait. Et tu as ah, c'est plein sûr. DeepL, etc., qui sont nés. Et quand je lisais effectivement dans ton livre, c'est vrai que la traduction, enfin, voilà, c'était une tellement belle définition effectivement d'Umberto Eco. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. Voilà. Je traduis pour l'instant un de mes livres en anglais. Je travaille avec une traductrice. Je vois bien la différence entre. Elle met la traduction automatique et puis on traduit, quoi. Donc, on traduit la traduction, en fait. Et je connais sûrement l'anglais pour sentir les choses. Mais disons, ce qui se passe aujourd'hui, on se rend bien compte, c'est on a abandonné. Si tu veux, on a encore quelques minutes là. Donc, Ouais, je ouais. ne sais pas. Bon, si tu veux, moi, je suis dans l'intelligence artificielle depuis 50 ans. J'ai un privilège, un peu le hasard de la vie. Il y a 50 ans, j'étais à l'université. J'étais, bon, dans la section informatique, algorithme, intelligence artificielle. Il y a 50 ans, on en parlait. Et donc, j'ai pratiquement jamais lâché. Mais il y a une énorme rupture parce que pendant 45 ans de ces 50 ans, on a cherché les règles de la pensée et les règles du langage.
en se disant, une fois qu'on aura bien compris les règles, on le mettra dans la machine pourra penser, elle pourra parler. Eh bien, on a réalisé définitivement il y a 4 5 ans, on n'y arrivera jamais. Et le projet a été abandonné. Et ChatGPT, il n'y a pas la moindre règle. C'est le volume qui compense l'absence de règles. On est passé d'une approche logique de la pensée à une approche statistique. Les volumes sont tellement immenses que ça ressemble à la logique, mais ça n'est absolument pas logique. C'est statistiquement, une machine ne parle pas, elle calcule le mot le plus probable dans la logique des précédents, et vu le milliard de phrases, de milliards de phrases auxquelles elle a accès, eh bien on est dans le bon. Mais c'est pas, ChatGPT calcule, ChatGPT n'écrit pas, ne pense pas, ne rit pas. ChatGPT calcule, et calcule de manière statistique, c'est une sous-branche des mathématiques. Oui, enfin, voilà, c'est bien. Et je pense que s'il y a une des choses à retenir, sachant que On si oublie vous tout. regardez, voilà, nous espérons que vous aurez tout oublié pour tout pouvoir regarder, ressortir avec. Et c'est ce que je disais à Luc, c'est l'objectif, c'est vraiment, voilà, vous repartiez avec une ou deux questions, une ou deux réflexions auxquelles vous dites, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'objectif des vidéos finalement Galaxia, et c'est justement le plaisir d'avoir entre autres des personnes comme toi et comme moi, je pense, qui sommes plus amoureux finalement des questions qu'on pose que des réponses, puisque les réponses Oui. finalement changent. Et plus amoureux des hommes et des femmes que des machines. C'est Donc, ça, aussi, ça va faire. Écoute, voilà, j'ai encore 30 000 questions, alors je préfère du coup éventuellement qu'on se refasse une interview sur la pensée critique, qu'est-ce que les pour idées, les enfants, là, parce que sinon je peux continuer je veux bien revenir pour parler des enfants. des Je suis enfants. Eh ben, rendez-vous pris, on va parler des après enfants. les vacances. J'aurais bien avancé. Eh ben, avec grand plaisir. Moi, je demandais à ma petite fille quel est le contraire du blanc. Et elle Mm, m'a dit le noir. Ben, je dis non. Le contraire du blanc, c'est ce qui n'est pas blanc. mm, Et donc, ça commence là. Mais ouais, bon, ça, c'est ouais. pour dans 6 mois. Avec grand plaisir, on se revoit. Merci beaucoup, Luc. Je vous recommande l'un de ces 25 livres, dont le petit bonbon que j'ai ici. Et bah, du coup, je te dis à toi, Luc, à très bientôt. Et à vous, vous qui nous regardez, à très bientôt.